J'appelle maintenant le quatuor qui vont vous faire... Ils vont chanter, non, c'est ça? Ah non, bah, excusez. Qui vont nous parler de soutenir l'autodétermination des personnes avec une forme d'autisme sévère, un défi, un engagement dans les pratiques quotidiennes. Il y a Lydia, bien sûr, hein, qui est directrice du pôle autisme de la page, hein, je n'ai pas besoin de le dire. Hein. De la marche à solidarité. Quand même la solidarité et toute son équipe qui est là, hein, avec la chef de service, la coordinatrice, et puis l'auxiliaire de vie qui vont vous parler de ça. Donc, je coupe la parole. Hein. Pas plus de... Alors, il y a une... On m'a dit aux premières aussi qu'il y aura une pause après. Il n'y a pas de pause? Ah bon, c'est pas grave. Si. C'est la bonne nouvelle, vous aurez une pause. Allez, pas 40 minutes, hein, pas plus. Bien, bonjour à tous. Donc, je vais tout d'abord vous présenter l'organisation de l'association qui s'inscrit dans une démarche qualité proactive. L'APAJH 86 déploie ses ressources et son pilotage au service d'une meilleure autodétermination et d'une meilleure qualité de vie des personnes en situation de TSA. L'association a organisé ses ressources en constituant 2 types de pôles qui fonctionnent en interaction. Des pôles de compétences et de prestations qui adaptent la pluralité des dispositifs à la diversité des besoins des enfants et des adultes avec autisme, tels que les IME, CESAD, foyers d'hébergement, maisons d'accueil spécialisées, ESAT, et des pôles d'appui et de ressources qui assurent des appuis experts transversaux aux équipes et aux dispositifs d'accompagnement dans une démarche d'amélioration continue de la qualité de nos prestations et services. Le pôle d'appui et de ressources TSA-TND fonctionne de manière transversale aux établissements et services de l'association. Ce pôle est sous la responsabilité de Séverine Gaborio, piloté par Fanny Chacornas. Il comprend un médecin référent, GA, une psychologue, une chef de service, responsable de service, des coordinatrices des établissements, enfants et adultes, et moi-même en tant que directrice d'établissement. Une des missions du pôle d'appui et de ressources autisme et TND est la formation des professionnels à la mise en œuvre des stratégies éducatives telles que recommandées dans les RBPP. La PAJH 86 est agréée en tant qu'organisme de formation. Dans ce cadre, le pôle a développé plusieurs modules à destination de l'ensemble des professionnels de l'association. Volontairement, nous avons divulgué largement la formation auprès des directeurs, des professionnels de proximité, surveillants de nuit, qui accompagnent les personnes avec autisme, mais également à ceux qui accompagnent les personnes présentant un TDI. Ces formations, de 9 à 10 journées, sont dispensées régulièrement pour permettre aux nouveaux salariés d'en bénéficier rapidement après leur prise de fonction. Les contenus ont été conçus en conformité avec les RBPP, 50 professionnels par an en bénéficient. Elles sont complétées par des formations PCM, ce qui représente 85 professionnels formés ou recertifiés par an. En 2022, 45 salariés ainsi que des familles ont participé à 2 jours d'intervention animés par GA autour des soins somatiques. De plus, une formation complémentaire à celle que les professionnels ont reçue dans leur cursus nous est apparue comme indispensable. 2 professionnels des pôles d'appui et de ressources ont bénéficié d'une formation de formateur à l'autodétermination par Martin Cahouette au Québec. Ainsi, l'association va continuer d'étoffer son offre en proposant dès la fin de l'année une formation sur l'autodétermination à l'ensemble des professionnels de l'association. C'est en formant régulièrement les professionnels aux approches recommandées et en facilitant l'accès à la mise à jour des connaissances que nous assurons la continuité de l'accompagnement et la fluidité des parcours tout au long de la vie. Des outils transversaux ont été créés pour faciliter les transitions des personnes que nous accompagnons et leurs familles. Les réunions de pôle d'appui et de ressources TSA-TND ont lieu 1 fois par mois. Elles permettent un travail de réflexion dans la création de procédures, de documents et dans l'alimentation d'une base documentaire commune. Celle-ci est organisée en différentes thématiques et comporte une base de données de pictogrammes. Cette réflexion est menée dans une démarche d'amélioration continue des supports utilisés après leur mise en application et les réflexions menées dans le cadre de la certification des différents établissements. Dans le même objectif, le pôle a créé un livret de présentation des approches recommandées. Il est remis aux familles, aux salariés, aux stagiaires, afin d'avoir les informations rapides importantes à la compréhension des particularités de fonctionnement des personnes TSA et les prestations délivrées. Il définit le trouble du spectre de l'autisme et les TND, le parcours de formation délivré par le pôle. Il comporte la définition de l'autodétermination et aborde les éléments principaux des approches développementales et comportementales, le pairing, le renforcement, TEACH, la communication,
Et il se termine par les comportements des filles. Dans l'ensemble des établissements de la PAJH 86, la reconnaissance des RBPP est questionnée dès l'entretien d'embauche. Au sein de la maison d'accueil spécialisée, elles sont mentionnées dans le livret d'accueil des nouveaux salariés de l'établissement et dans le livret précédemment cité. 2 documents qui sont remis à tous les professionnels en CDD, CDI, quel que soit le service de leur affectation. Elles sont également citées dans le livret d'accueil, le projet d'établissement et le projet de soins. Ces documents constituent un guide pour les professionnels en leur donnant des repères au profit du déploiement des compétences des personnes accompagnées, quel que soit leur profil de besoin. L'autodétermination, citée à ces différentes occasions, constitue un axe fort des orientations de l'établissement. Cette organisation associative pensée autour de la qualité a permis de nous engager dans la démarche de certification en DO. Aujourd'hui, 4 établissements et services de l'association ont obtenu la certification CAP en DO Autisme, dont la maison d'accueil spécialisée. En ce qui concerne les évaluations, nous avons travaillé dans le cadre des réunions de pôle une procédure commune que nous avons pu spécialiser selon l'âge des personnes accompagnées. Cette procédure a pour objet de définir la démarche diagnostique réalisée à tout âge, le diagnostic des comorbidités et le diagnostic fonctionnel. Ces évaluations vont permettre de définir les objectifs d'accompagnement à mener en lien avec les besoins, d'ajuster les interventions, les pédagogies, de proposer des stimulations pour maintenir les compétences acquises, mais surtout de soutenir les potentialités et encourager les compétences nouvelles. Le processus des évaluations doit être coordonné, continu, pluridisciplinaire et multidimensionnel. Il constitue un moyen au bénéfice de la personne et est un préalable indispensable à l'élaboration du projet dans une continuité de parcours. Il permet, en relevant les compétences présentes et émergences, ainsi que les centres d'intérêt des personnes accompagnées, d'objectiver les observations et d'adapter l'accompagnement pour permettre une autonomie et une indépendance les plus larges possibles. Selon Vermeyer et Sjogren, l'autodétermination est le fait d'agir librement afin d'exécuter du pouvoir et du contrôle sur sa vie. Pour Alberi et Stancliffe, s'autodéterminer, c'est exercer le contrôle que l'on souhaite sur des dimensions importantes de sa vie. L'autodétermination est un besoin qui se manifeste tout au long de la vie. C'est un droit pour lequel les choix, les souhaits, les désirs et les aspirations d'une personne en situation de handicap doivent être prises en compte autant que possible en regard des actions qui la concernent. L'autodétermination est constituée de 4 composantes. L'autorégulation, qui est la capacité d'un individu à faire face à son environnement et à prendre des décisions, à passer à l'action et d'en évaluer les conséquences. L'autoréalisation, qui correspond à la capacité à connaître ses forces. L'autonomie, qui constitue l'ensemble des habiletés d'une personne à indiquer ses préférences, à faire des choix et à amorcer des actions en conséquence. L'empowerment, c'est croire que l'on peut agir. Il s'agit de la capacité d'apprendre et d'utiliser des habiletés par lesquelles on résout des problèmes et qui nous permet d'accroître notre perception de contrôle. Le développement de l'autodétermination est un principe qui guide nos interventions, nos accompagnements pour chaque personne dans ses apprentissages, dans les différents moments de la vie quotidienne et dans les différents domaines et à tout âge. La maison d'accueil La Solidarité a ouvert ses portes sur le site d'Iteuil en 1994. 39 personnes en situation de handicap différents étaient accueillies. En 2011, la spécialisation de l'accompagnement des personnes en situation de TSA débute avec des partenariats engagés avec 2 établissements proposant de l'accueil temporaire. Des évaluations et des supports visuels sont proposés pour l'une des personnes accompagnées. La réflexion se poursuit en 2014 par le repérage de personnes concernées, menant à l'identification de 6 places dédiées sur le service d'accueil de jour et la création d'une maison pour des résidents qui étaient déjà accueillis en hébergement complet. En parallèle, les professionnels ont été formés. Une supervision éducative a été mise en place en complément du soutien d'une professionnelle ressource identifiée par l'association. Puis, en 2018, sur le site de Mirande, une extension de places donnera lieu à l'ouverture de 2 maisonnées supplémentaires. À ce jour, nous restons engagés dans une démarche de repérage puis de diagnostic à tout âge pour toutes les personnes accompagnées au sein de l'établissement. Un projet d'extension verra le jour en 2025 sur le site de Mirande avec la création de 5 places supplémentaires. Actuellement, l'établissement dispose de 18 places en hébergement complet, dont une en hébergement familial, et 4 places sont dédiées à l'hébergement temporaire sur les 2 sites d'Iteuil et de Mirande. Les personnes accompagnées en situation de TSA présentent des formes d'autisme modéré à sévère, avec troubles du développement intellectuel. 81% d'entre elles nécessitent un soutien très substantiel de niveau 3 et 19% d'entre elles de niveau 2.
Elles sont également porteuses de comorbidités, épilepsie, troubles du transit ou du sommeil. Les domaines de la communication réceptive et expressive sont très altérés. En ce qui concerne la communication expressive, plus de la moitié des personnes accompagnées n'utilisent pas le mode de communication orale et 38% emploient des mots, mais leur usage n'est pas toujours fonctionnel. Dans le domaine de la communication réceptive, 17% des personnes ne comprennent pas le langage oral et 65% ne comprennent que quelques mots émis dans le contexte auquel ils sont liés. En ce qui concerne le domaine de la sensorialité, 80% des personnes accompagnées ont un profil légèrement à moyennement perturbé et 20% sévèrement. Les principes de l'autodétermination sont abordés avec les salariés en CDI dans le cadre du programme des formations TSA, délivré en interne et soutenu lors des actions de supervision des pratiques éducatives au sein des maisons concernées. À raison de 15 jours par an, elles contribuent à maintenir une dynamique d'observation, d'évaluation et d'ajustement des réponses en actualisant et enrichissant nos connaissances et techniques d'accompagnement. Pour les professionnels en CDD, des journées de sensibilisation sont proposées au sein de l'établissement. Elles permettent d'aborder des éléments de connaissance relatifs au diagnostic TSA, d'évoquer les évaluations fonctionnelles et le sens des supports utilisés. Prendre le temps d'accompagner les nouveaux salariés et les professionnels remplaçants réguliers est un choix important que nous portons, car cela contribue à l'ajustement des pratiques dans un processus d'amélioration continue. La coordinatrice et moi-même assurons des rencontres individuelles à 1, 3, 6 et 9 mois de la prise de fonction. Selon les besoins exprimés, la fréquence des rendez-vous peut être ajustée. Un guide nous permet d'échanger autour des différentes thématiques relatives à la connaissance et à la mise en œuvre des RBPP. Celles-ci sont également mentionnées dans le cadre des entretiens professionnels. Ces rencontres sont l'occasion d'informer et ou d'expliciter les concepts spécifiques et de les mettre en lien avec des situations vécues sur le terrain. Ces temps d'échange individualisés facilitent l'expression de propositions par les professionnels concernés. L'équipe de direction, du fait de son expertise, apporte ses connaissances, les porte et les diffuse au bénéfice de l'intégration de l'autodétermination dans les pratiques quotidiennes. Ressources essentielles pour faire vivre les RBPP et les mettre en œuvre, les coordinatrices accompagnent, guident les équipes au quotidien. Elles participent à la démarche diagnostique, pré-repérage, évaluation. Elles orchestrent le travail autour des projets personnalisés sur la base des évaluations fonctionnelles annuelles, avec la participation de la personne et ou de son représentant légal, les référents et l'équipe pluridisciplinaire. Elles s'assurent du suivi des actions en tenant compte des éventuelles difficultés qui leur sont remontées et ou des propositions émanant de l'équipe. Elles sont le premier interlocuteur de l'équipe de proximité. La psychologue, présente une journée par semaine, assure la programmation des évaluations fonctionnelles, en lien avec les coordinatrices et les familles si des souhaits sont émis. Elle prend en considération les observations des professionnels de proximité ainsi que les informations transmises par les proches. Elle mène les évaluations avec la participation active des professionnels de terrain. L'accompagnement des équipes de proximité en guidant notamment l'utilisation des supports de communication. La supervision éducative est quant à elle assurée par une psychologue extérieure dont l'expertise permet de guider nos actions. Elle est préparée en fonction des objectifs posés lors de la session précédente et des situations que les professionnels souhaitent aborder. Chaque fin de journée fait état des points positifs observés et des préconisations à mettre en œuvre en présence de l'équipe de direction. Ces différents temps de coaching alimentent les réflexions en cours, viennent soutenir le sens de nos interventions. Ils font l'objet de comptes rendus à disposition de l'ensemble des professionnels concernés. Ils comportent la description factuelle des observations menées, des échanges réalisés et des réflexions engagées. La confiance au sein de l'équipe, quel que soit le poste occupé, est une des valeurs importantes que nous considérons comme base de nos échanges et de nos actions. Elle est aussi un levier de motivation et d'engagement. Un état d'esprit où chacun d'entre nous est potentiellement ressource pour l'autre, favorisant ainsi la coopération et l'entraide de façon naturelle et spontanée. Les réunions, essentielles à la dynamique d'équipe, sont des espaces d'expression.
Leur programmation permet aux différents acteurs de l'équipe pluridisciplinaire d'y participer en fonction de leur champ d'intervention, avec la possibilité de faire des propositions quant à l'ordre du jour. Ces temps de partage en équipe, à distance du quotidien, sont vecteurs de communication. Ils permettent d'insuffler une dynamique portée par l'équipe d'encadrement, de construire une culture commune avec les équipes autour de la démarche d'amélioration des pratiques. Ils permettent de diffuser de l'information et de réfléchir à la mise en œuvre des RBPP qui peut se décliner au cours de ces réunions par des questionnements multiples tels que comment structurer le temps de tous et aménager le temps de chacun, comment accorder les particularités sensorielles de chacun dans les espaces collectifs, comment concilier la réponse aux demandes spontanées et l'organisation temporelle prévue, comment soutenir l'autodétermination des personnes avec un autisme de forme sévère dans la participation et l'évaluation de leurs projets personnalisés. Ces réflexions, partagées en équipe, permettent l'infusion des concepts dans les pratiques professionnelles. Elles incitent à l'analyse et invitent à des réponses plurielles, faisant appel à l'inventivité et à la créativité des professionnels. Des journées de préparation, à raison de 8 heures par mois, sont prévues dans les roulements horaires, offrant du temps à chaque professionnel en CDI pour assurer leur mission de référent. Suivi du projet personnalisé, création de supports visuels, rédaction de fiches activités et des programmes personnalisés d'apprentissage. Dans le cadre de la préparation des accueils temporaires, ce temps permet également de vivre des moments d'immersion dans d'autres établissements. Détachés de l'accompagnement du quotidien, ces temps favorisent la créativité des professionnels, primordiale à la personnalisation des stratégies éducatives et ou des supports de communication. L'accompagnement, assuré par la coordinatrice et par moi-même, s'adapte aux besoins de chaque professionnel repéré et ou exprimé. Pour certains, une présence de proximité sera nécessaire. Pour d'autres, une liste des éléments à traiter sera suffisante. Dans tous les cas, un suivi de ce qui a été réalisé sur ce temps fait l'objet d'un échange. L'organisation d'une maison est primordiale. Elle permet de poser un cadre tant pour les professionnels que pour les personnes accompagnées. La journée type est formalisée et accessible sur chaque service. Elle structure les missions de chacun et guide les professionnels remplaçants. Elle est ajustée aussi souvent que nécessaire dans le cadre de réunions d'équipe. Les emplois du temps des résidents sont réalisés sur mesure, évitant le risque de surstimulation et de sous-stimulation, comprenant un programme d'activités physiques et sportives quotidien, des activités sensorielles et de bien-être, fonctionnelles, d'apprentissage et d'habituation aux soins. Entre chaque activité, des temps de loisirs autonomes sont identifiés. Leurs durées sont variables d'une personne à l'autre, car elles tiennent compte de leur capacité à s'occuper seule et des possibilités de choix. Ainsi, à l'issue de l'activité, la personne revient à son emploi du temps et choisit une activité de loisir qu'elle est capable de réaliser seule grâce à un support personnalisé. Ils peuvent prendre des formes différentes, comme la tablette, la planchette de choix ou photo, des objets à disposition, ou par un choix entre deux objets présentés par le professionnel. Les items proposés à la personne tiennent compte de ce qu'elle sait ou aime faire seule, mais également de sa capacité à choisir entre deux ou plusieurs alternatives. Le but n'étant pas de réduire les possibilités, mais bien de s'ajuster à ses compétences. Lorsque la situation le nécessite, une personne accompagnée dans le cadre d'un hébergement temporaire ou un nouveau professionnel sur la maison, des temps de pairing sont formalisés dans l'emploi du temps. Ils permettent également d'élargir les propositions de choix faites aux résidents, qui alimentent ensuite le projet personnalisé. Le travail engagé lors de la préparation de la certification a constitué un levier important pour l'impulsion d'une culture d'équipe autour des RBPP dans la construction d'un système de valeurs communes. La dynamique d'équipe est impulsée par la formation de tous et la fluidité du travail en équipe, où chaque geste professionnel se complète autour des besoins des personnes accompagnées. La précision, la cohérence et la justesse des interventions, avec des objectifs précis partagés, des besoins et des potentialités connus de l'ensemble des professionnels pour chaque résident, laissent une large place au développement de l'autodétermination. Une posture managériale de proximité, une équipe d'encadrement formée, des feedbacks réguliers viennent soutenir l'autonomie des professionnels
et développe un sentiment d'appartenance, de compétence et d'efficacité. Reconnaître les salariés pour leur réalisation, leur savoir-faire, leur connaissance, leur expertise, les considérer en tant qu'acteurs permet de renforcer la participation et l'implication des professionnels. Dans le cadre des réunions de pôle, une procédure commune a été élaborée. Elle a pour objet de définir la démarche, un répertoire des différentes évaluations selon l'âge des personnes accompagnées et leurs modalités de passation. Dans le domaine du soin, la JEDI modifiée pour les TSA pour l'évaluation de la douleur est réalisée par l'infirmière référente avec un professionnel et ou la famille. Cette année, 2 résidents ont pu, avec l'infirmière, mettre à jour leur propre score de base. Dans le domaine de la communication, la psychologue assure les passations du Comvor en lien avec les professionnels des services. Les coordinateurs et les professionnels de proximité formés en interne réalisent celles de l'EFI. Nous pouvons noter pour chacune des évaluations l'importance de la participation et de l'implication des professionnels de terrain, car la particularité de l'accompagnement réside dans une très grande proximité avec les personnes accompagnées. L'évaluation des potentialités de communication réceptive et expressive constitue une porte d'entrée à l'autodétermination. Les filles et le Comvor permettent de déterminer le mode de compréhension de la personne, objets, photos, pictogrammes, verbal, et de proposer des préconisations concrètes et individualisées pour la mise en place des supports de communication. Chaque passation peut faire l'objet d'une adaptation en termes de lieu, de durée, de structuration et du nombre de professionnels présents. Ces modalités évoluent au fur et à mesure des différentes passations, en lien avec le développement des compétences des personnes accompagnées. Spécifiquement pour les filles, nous avons réalisé une grille complémentaire dans laquelle nous observons la structuration de l'environnement, la structuration de l'activité, la relation, l'utilisation des renforçateurs, le traitement de l'information, la concentration, l'attention, la motricité et les comportements. Cette observation complémentaire explore et met en évidence des particularités individuelles qui vont nous permettre non seulement de définir des apprentissages, mais aussi d'envisager des stratégies à adopter et les contextes à ajuster afin de les optimiser. Il s'agit ainsi de déterminer le profil d'apprentissage de chaque personne. Donc là, la consigne... Ah, bon, parfait. Mais pareil. Cette étape de l'IFI montre que Daniel arrive à associer 2 objets identiques. Ceci conforte la mise en œuvre de supports objets qui vont permettre d'aider Daniel, dans son quotidien, à se repérer dans son environnement en associant chaque objet à un temps ou une activité et de favoriser l'expression de ses souhaits. Cette passation souligne une nette augmentation de ses compétences. Daniel est désormais en capacité d'appareiller 5 objets au lieu de 3 lors de l'évaluation précédente. Il est à noter également une réelle stabilité comportementale, car auparavant, les séances sur table d'évaluation ou d'apprentissage devaient être réalisées par au moins 2 ou 3 professionnels, car Daniel pouvait lancer tous les objets qu'elle pouvait avoir en main. Les séances étaient entravées par des difficultés d'attention majeures et des comportements d'auto-agressivité. Clérane est une personne qui présente des difficultés attentionnelles importantes et une instabilité motrice qui peuvent rendre difficile l'apprentissage sur table. Clérane ? Allez, on y va. Ouais, super. C'est très bien. À toi. Super. Très bien. Super. Super. Bravo. Ouais, super, Clérane. La passation du Comvor pour Clérane a permis de venir confirmer les observations de l'équipe de terrain quant à l'émergence de la compréhension de la photo.
Cela a permis de passer progressivement d'un emploi du temps à l'objet à un emploi du temps à la photo. Ah, on est où ça? Ah, on est où? Ok, et ça? On est où? Oui, bravo, c'est ça. Ça, c'est une voiture. Champion. Ça, c'est Daniel toi-même. Oui, et ça? Un enfant quand même. Ouais. Ça va où? Là quand même. Cet item du Comvor démontre la capacité à trier des objets de même catégorie, mais de taille, de couleur et de forme différentes. La passation du Comvor et de l'EFI pour Aurélien est venue confirmer son niveau de compréhension et déterminer des activités de loisirs et fonctionnelles qu'il peut désormais demander. Lors des évaluations précédentes, Fleur montrait d'importants signes d'anxiété, refusant tout d'abord de rentrer dans la salle, puis de s'y asseoir à table plus que quelques secondes. Elle pouvait jeter le matériel et ou manifester des comportements inadaptés, ce qui nécessitait une adaptation des modalités de passation. La passation du Comvor pour Fleur avait pour objectif de valider l'utilisation actuelle des supports de communication et de proposer des ajustements pour la poursuite de l'accompagnement. Le travail engagé par l'équipe éducative a été de lui présenter régulièrement ses activités en salle d'apprentissage pour qu'elle accepte progressivement d'y entrer, puis de s'y asseoir, et enfin de réaliser l'activité proposée et progressivement d'y rester de plus en plus longtemps. À ce jour, la structuration proposée pour le Comvor est suffisamment claire pour que Fleur comprenne ce que nous attendons d'elle et maintienne son intention sur la tâche. Fleur semble désormais plus apaisée lorsqu'elle est en interaction directe avec l'autre, même lors d'une situation peu ordinaire comme celle d'une évaluation. L'évolution des supports de communication s'est réalisée conformément aux recommandations des évaluations. En 2017, selon les recommandations du premier Comvor, des supports objets ont été mis en place. Ils ont ensuite évolué progressivement en 2021, selon les recommandations du second Comvor, vers des photos des objets. Aujourd'hui, elle est désormais en capacité d'exprimer plus facilement ses besoins, ses envies, ses douleurs via son classeur PEX qu'elle emporte partout avec elle. Mais l'autodétermination ne se résume pas à la possibilité pour la personne de réaliser ses propres choix. Un des préalables consiste d'abord à se connaître, à faire des expérimentations pour savoir ce que l'on aime ou ce que l'on n'aime pas. Les évaluations indirectes s'appuient sur la connaissance de la personne par les professionnels, EPO, Vineland, évaluation indirecte des préférences, ESA indirecte, et sont ensuite ajustées ou complétées par des observations en situation lorsque les items ne peuvent être renseignés. Lorsque des éléments ne sont pas connus de l'équipe ou de la famille, des essais sont réalisés directement auprès de la personne. L'évaluation indirecte des préférences est réalisée annuellement. Elle permet de cibler les préférences et aversions des personnes, de varier les choix de loisirs et le type de renforçateur utilisé. Des évaluations directes sont également réalisées. En ce qui concerne l'évaluation directe des préférences, elle peut être réalisée à tout moment du quotidien en innovant dans les propositions de choix. Elle vient favoriser l'autodétermination de la personne pour ne pas lui proposer uniquement ce que nous connaissons de ses préférences. Ces essais viendront enrichir les renforçateurs et les choix de loisirs proposés.
L'évaluation des préférences via la passation de l'ESA a permis de confirmer les éléments relevés par l'équipe de proximité quant à son profil olfactif singulier. Nous avons pu, suite à cette passation, envisager la création de supports adaptés avec des odeurs privilégiées très fortes comme celle du fromage, d'ail, de clous de girofle ou de peau de banane. Chaque personne dispose d'un emploi du temps visuel adapté à son niveau de compréhension. Objets, photos des objets, photos ou pictos. Les modalités d'utilisation sont personnalisées en fonction de leurs besoins, activité par activité, à la demi-journée ou à la journée. Faire vivre une organisation favorisant l'autodétermination implique d'être clair sur comment prendre en compte les demandes spontanées des personnes dans le respect du cadre prévu par l'emploi du temps. Plusieurs possibilités s'offrent à nous en fonction du contexte lorsqu'une personne exprime une demande. Il est souvent possible d'y répondre favorablement, notamment lorsque le professionnel est disponible avant d'engager un autre accompagnement. Par exemple, Madame D est en train de regarder la télé, c'est un choix de loisir autonome. Elle se lève et demande à sortir de la maison via son objet signifiant balade, alors que son emploi du temps indique une séance de travail sur table. Il est à ce moment-là envisageable de lui permettre une sortie de 10-15 minutes avant d'aller travailler. L'activité physique contribue au maintien d'un fonctionnement stable. Pour une autre personne, l'activité balade pourra être introduite dans le choix des renforçateurs utilisés à la fin de la séance d'apprentissage. Parfois, il n'est pas possible d'y répondre immédiatement. Ainsi, selon le type de demande, soit des alternatives sont proposées, soit la réponse est différée dans le temps. Elle sera alors signifiée via son emploi du temps. Dans le cas de centres intérêt restreints, donnant lieu à des demandes répétitives, différentes formes de contrats visuels sont mis en place pour venir soutenir la compréhension du refus et la cohérence des réponses des professionnels. Au fur et à mesure des demandes satisfaites, un élément du contrat est retiré par la personne ou par le professionnel en présence de la personne. Lorsque celle-ci réitère une demande et que son contrat est terminé, l'indication du support permet de renforcer sa compréhension. Nous allons écouter quelques paroles de professionnels que l'on a tous pu entendre. Pourquoi lui apprendre à communiquer avec des objets alors qu'elle sait déjà montrer ce qu'elle veut en pointant ? Pourquoi lui apprendre à communiquer avec des objets alors qu'elle sait déjà montrer ce qu'elle veut en pointant ? Communiquer avec des objets ? Elle les gardera jamais en main. Pourquoi lui apprendre à garder son classeur de communication en bandoulière ? Ça va la gêner, ça sera trop lourd. Oh la pauvre. On est là pour leur faire plaisir, pas pour les ennuyer avec des séances d'apprentissage. Lui proposer de choisir ? Mais je la connais, elle prend toujours du café. Quoi ? On va pas lui mettre de la moutarde dans son yaourt quand même ? Lui apprendre à demander alors qu'il sait se servir seul ? Je ne comprends pas, moi. Non mais sans rire, tu crois vraiment qu'elle va apprendre à son âge ? Au fur et à mesure des années et au fur et à mesure que les pratiques professionnelles évoluent, ce type de remarque est désormais de plus en plus rare. Les diffusions des RBPP, les formations mettent l'accent sur l'attention portée à la personnalisation des réponses couplées à la conviction de progrès pour tous. En effet, la présomption de compétence, c'est supposer que chaque personne soit en capacité de penser, d'apprendre et de communiquer, même si elle ne l'a pas encore prouvé. Plus le répertoire de compétences sera élevé, plus la personne aura de possibilités pour s'autodéterminer. Ainsi, nous proposons et menons des apprentissages dans l'ensemble des domaines. Dans celui de la communication, faire des choix s'apprend, et apprendre à faire des choix implique de limiter un peu parfois l'autonomie pour créer des conditions et des opportunités de choix. L'organisation d'activités nouvelles, dans le cadre de l'organisation de séjours de vacances, ou la programmation dite des périodes estivales, est également un moyen de découvrir de nouveaux intérêts. L'autodétermination implique une prise de risque mesurée. Elle se construit étape par étape pour permettre aux personnes accompagnées de vivre des expériences variées et augmenter leur capacité à s'autodéterminer. Dans le cadre du projet personnalisé, les objectifs fixés doivent être spécifiques, avec un énoncé clair et précis, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. De plus, il est primordial que les objectifs soient fonctionnels dans le contexte de vie de la personne
et l'amène vers davantage d'autonomie. Chaque objectif du projet personnalisé est ensuite relié à un programme personnalisé d'apprentissage. Les PPA décrivent la procédure pédagogique, imitation, façonnage, chaînage. Elles précisent les guidances, physiques, gestuelles, verbales, le renforcement proposé et les critères de cotation. La formalisation de ces programmes permet de favoriser la cohérence des pratiques. La généralisation des compétences est planifiée de manière à ce que la personne soit capable d'émettre le comportement dans des conditions différentes avec des personnes et dans des lieux variés. Une évaluation du maintien des apprentissages est réalisée 3 mois après leur validation. Les supports de communication sont personnalisés en lien avec les évaluations et prennent des formes différentes. Boîte avec des objets, planche murale, ardoise objets, classeur PEX, tablette. Le nombre d'items mis à disposition évolue au fur et à mesure des besoins repérés et des apprentissages menés pour s'assurer de la discrimination de ceux-ci. Des supports sont créés pour faciliter l'accès à des propositions de choix et ou l'expression de demandes dans le quotidien. Dans le domaine de l'alimentation, vous pouvez voir ici une planche de choix pour le petit déjeuner objets et photos, le menu visualisé pour choisir l'ordre des plats. Les personnes peuvent décider de l'ordre de certains temps clés du quotidien. Ici, Ludwig choisit quelle est l'action qu'il réalisera en premier. Aller prendre sa douche ou prendre son petit déjeuner. Choix entre objet cuillère et pommeau de douche. Fleur peut, via une planche de choix positionnée sur son emploi du temps, décider d'aller marcher ou d'aller faire des achats. Cette proposition fait suite à des demandes spontanées qu'elle a pu émettre lors des balades durant lesquelles elle a mené le professionnel jusqu'à la supérette alors que ce n'était pas prévu. La confection des repas maison existe depuis longtemps dans les pratiques de l'établissement, mais l'idée que le menu soit choisi par des personnes concernées est plus récente. Des supports visuels ont été créés afin que chacun à leur tour, les résidents puissent choisir le menu entre 2 ou 4 propositions selon leur niveau de communication, photo ou objet, avec peut-être bientôt la proposition du pudding. Les recettes proposées tiennent compte des préférences observées, évaluées, mais également des compétences acquises et de celles à développer dans le cadre de la préparation du repas. La création des supports de choix objets nécessite souvent davantage de créativité pour que l'objet soit suffisamment signifiant sans être infantilisant. La technique de les mettre sous vide est intéressante pour pouvoir utiliser des objets du quotidien sans que ceux-ci ne soient ni changés, ni dispersés, ni mangés, comme ici la tranche de pain. Les personnes accompagnées ont également la possibilité de choisir leur renforçateur à minima entre 2 items de types différents lorsque cela est possible et accessible pour la personne. Le choix s'opère soit par le biais d'un support visuel ou bien par un choix concret présenté directement à la personne. Dans le domaine des activités motrices et sportives, vous pouvez voir les alternatives proposées en termes d'itinéraire de randonnée pour Aurélien, l'activité clôturant la séance de sport de Quentin ou le choix de l'activité pratiquée par Simon. Afin de réguler leur sensorialité, les personnes peuvent décider de se rendre dans les espaces où elles se sentent bien lorsque leur besoin de retrait se fait sentir. Ahmed, par exemple, est en capacité de demander d'avoir accès à sa chambre, à l'espace sensoriel ou à la salle calme-retrait. La prise en compte de la vie affective et sexuelle des personnes fait l'objet d'une attention particulière et d'échanges entre les professionnels et avec la famille sur l'identification des besoins. Afin d'y répondre, Julien est allé s'acheter des magazines érotiques, puis s'est confectionné son propre livret intime en sélectionnant les images qu'il souhaitait y mettre. Les supports de communication font l'objet d'apprentissage pour leur utilisation dans un contexte différent de la maison. Les personnes utilisent leurs propres supports, classeurs PEX et tablettes, mais pour ceux qui communiquent par le biais des objets, la logistique de les faire suivre est plus complexe. Des livrets spécifiques ont été conçus avec les choix possibles en 3D. Dans le cadre de la prise d'une consommation au repère, le café social tenu par des travailleurs de l'ESAT, les items peuvent être proposés directement à la personne, peut alors regarder, prendre ou pointer l'item souhaité en fonction de ses compétences de communication. L'espace résidentiel est le premier lieu de soutien à l'inclusion et au développement d'une unité sociale. Ainsi, au sein de l'établissement, chaque tâche du quotidien est l'occasion d'une activité. À ce titre, elle constitue un préalable à l'acquisition d'habilités sociales et de participation communautaire qui va pouvoir ensuite être généralisée à d'autres contextes.
Grâce à la dynamique institutionnelle et à la philosophie partagée par l'ensemble des professionnels de l'association, l'inclusion sociale et l'autodétermination sont des priorités pour tous. La mise en œuvre du partenariat avec le centre équestre Équite Libre s'est construite en plusieurs étapes. La réalisation de séances d'essai qui ont permis de créer des opportunités pour les personnes accompagnées, de découvrir ou de tester cette nouvelle activité, mais aussi pour les professionnels, de cibler les centres d'intérêt et les potentialités. Depuis plus d'1 an, l'atelier fonctionne chaque semaine. La dimension du choix au sein de celui-ci est réfléchie et portée en lien avec les professionnels ressources TSA de l'ESAT. Par exemple, pour les personnes dont le mode de communication est l'objet, les personnes accompagnées peuvent décider, sur présentation de 2 outils, de réaliser la tâche qu'ils préfèrent. Un autre exemple avec Fleur, qui via son support visuel, va choisir son renforçateur avant de commencer à travailler. Puis elle aura la possibilité de sélectionner l'outil avec lequel elle souhaite aussi travailler. Aujourd'hui, l'accompagnement est réalisé par les travailleurs de l'ESAT qui soutiennent, guident les personnes en situation de TSA. Un véritable lien d'entraide s'est tissé, fondé sur la reconnaissance et le potentiel des personnes aidantes comme aidées. À ce jour, 111 travailleurs sur l'ensemble des ateliers de l'ESAT ont été sensibilisés à l'autisme. Dans le cadre du projet personnalisé, la participation des personnes va être recherchée quelle que soit leur forme d'autisme et leurs difficultés de communication. Des modalités individualisées vont être recherchées en fonction des potentialités d'expression et de compréhension de la personne, afin de pouvoir, autant que se peut, permettre sa participation. Ainsi, des propositions sont faites à la personne lors d'un temps dédié, soit par le biais d'images ou d'objets, de manière à favoriser son autodétermination. Un questionnaire est également transmis aux familles en amont du projet personnalisé. Il comporte différents domaines de compétences, communication, soins personnels, fonctionnement à la maison. Ce support proposé à la famille permet de recueillir les potentialités de leur fils-fille au domicile et leurs souhaits dans la mise en œuvre des apprentissages. D'autres évaluations peuvent être réalisées au domicile des familles, comme l'évaluation des préférences, car nous savons que les choix réalisés par les personnes peuvent être différents selon le contexte dans lequel ils évoluent. Aussi, il nous est apparu important de formaliser davantage le souhait des familles à participer ou non à certaines évaluations. Dorénavant, ce souhait sera recueilli lors de chaque projet personnalisé en vue des évaluations du projet suivant. Les modalités de soutien apportées aux familles sont adaptées en fonction de leurs besoins. Échanges réguliers avec les professionnels, propositions d'aide technique pour le domicile par l'ergothérapeute, formation à l'utilisation des nouveaux supports de communication. Il est également proposé aux familles, lors du projet personnalisé, d'être accompagnées à leur domicile pour la mise en œuvre des objectifs communs, de temps d'observation ou l'évaluation d'une problématique. Nous sommes à l'écoute des besoins des parents et de ce qu'ils souhaitent mettre en œuvre à domicile. Nous les conseillons ensuite sur ce qui paraît être le plus judicieux au vu du profil d'apprentissage de leurs proches, puis nous les accompagnons dans la mise en place et le suivi des supports proposés. Simon a fait le choix du basket-ball dans le domaine des activités physiques et la réalisation de découpage lors des activités autonomes. Il a également choisi le visuel qui servira de support pour apprendre à exprimer ses émotions. Pour les personnes que nous accompagnons et qui n'ont pas la compréhension des photos, leur participation fait l'objet de propositions qui se rapprochent de l'évaluation directe des préférences. Ainsi, un résident a pu, lors d'une séance de pairing avec des objets, se diriger vers ses activités préférées. Elles lui ont été alors proposées en activité sur table pour travailler le fait de rester assis. Pour une autre, il lui a été proposé de choisir entre plusieurs textures pour la création d'un atelier de manipulation transvasement, dans le but de diversifier les alternatives possibles pour ces temps de loisirs autonomes. Lors des bilans intermédiaires du projet personnalisé réalisé 3, 6, 9 et 12 mois, la volonté de faire participer les personnes a permis de proposer une première expérience à Julien, dont le mode de communication est la photo. Un livret imagé a été créé pour lui présenter son projet personnalisé. Chaque objectif y est représenté. Les bilans intermédiaires font l'objet d'une programmation dans le planning de la personne concernée. Tous les 3 mois, Julien participe au bilan des objectifs de son projet. Chacun d'entre eux est présenté par le professionnel. En fonction de la cotation des PPA, il remet à Julien soit un pouce vert lorsque l'objectif est atteint, soit un sablier s'il est toujours en cours d'acquisition pour qu'il le colle sur son livret. Il a également été créé un support pour que Simon puisse exprimer son contentement en entourant le smiley qui correspondait à « j'aime » ou « je n'aime pas ». Il a choisi lui-même les 2 smileys utilisés.
Les activités dont la satisfaction est mesurée sont également ciblées avec lui. Ainsi, entre chaque bilan intermédiaire, nous mesurons la satisfaction des 4 activités choisies par Simon afin que l'ensemble d'entre elles puissent être mesurées au cours de l'année. Chaque activité est évaluée à plusieurs reprises avec la possibilité de mettre un commentaire. On a été un petit peu vite sur la fin, mais il y a plein d'exemples où on essaie effectivement de favoriser l'autodétermination en amont du PP, avec des choix que l'on peut proposer aux personnes concernées. Juste quelques mots pour conclure. Beaucoup de progrès sont ainsi rendus possibles grâce aux apprentissages menés et aux stratégies mises en œuvre par les professionnels de proximité, qui font preuve de toujours plus de créativité et de persévérance, animés par la conviction de progrès possibles pour tous. Les modalités positives de soutien permettent de mener les personnes vers l'apprentissage d'habiletés communicatives, sociales et comportementales qui permettent à la personne de développer son autodétermination. Quelles que soient les compétences de communication des personnes, il est important de réfléchir à des modalités sur mesure de choix à proposer. La co-construction du PP est une reconnaissance du pouvoir d'agir des personnes avec autisme et de leur famille. Ainsi, la personne est au centre de son projet et donc de son parcours de vie. L'orientation en maison d'accueil spécialisée ne restreint pas le champ des possibles. Elle ne présage pas de la nature des projets réalisés pour valoriser les compétences des personnes accompagnées et leur permettre d'être actrices. Pour cela, le système doit être participatif à tous les niveaux. Il implique de laisser l'agilité aux professionnels dans un cadre d'intervention défini, de partager un diagnostic qualitatif pour spécialiser l'accompagnement. Un management participatif et collaboratif favorise l'appropriation et l'engagement des professionnels. Acteurs créatifs et innovants, portés par une vision progressiste, ils soutiennent la création de nouveaux projets et mènent une réflexion permanente de la participation des personnes accompagnées. On vous remercie vraiment pour votre attention. Merci beaucoup. Merci à Lydia, Céline, Claire et Clémy. Merci. Vous faites un beau travail, je sais, parce que je le vois. Comme vous le voyez, c'est un travail pluriprofessionnel, multidisciplinaire. Il n'y a pas que les soignants, il y a aussi les non-soignants. Je crois que c'est important de le redire à chaque fois. Il faut tenir compte de tout ça. Merci encore. Alors.